Donc on aboutit à la définition de qu'est-ce qu'une base d'un espace, qui va être très utile pour pouvoir numériser tous les problèmes. Donc une base, c'est donc une famille qui respecte les propriétés qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire c'est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Et si on a une base, le but c'est d'obtenir des coordonnées dans cette base. Autrement dit, si on a un vecteur quelconque, alors il existe des uniques coordonnées qu'on peut noter ici lambda 1, lambda n, tel que le vecteur v se décompose sur cette base, donc comme étant une combinaison linéaire des vecteurs de base. Donc de manière générale, on a une notation, c'est-à-dire que si v c'est la somme des lambda i et ei, et que b c'est notre base e1 jusqu'à en, on va noter v est égal à un vecteur colonne avec les différentes coordonnées, et on précise bien sûr que c'est par rapport à cette base-là. Donc un problème qui sera intéressant, c'est de savoir comment on fait pour changer de base dans un espace qui a plusieurs bases. Et en dimension finie, donc ça va être une des contraintes, c'est qu'un espace, il va falloir avoir des familles génératrices, et pour avoir une famille génératrice, on a dit qu'il fallait que l'espace soit de dimension finie. En dimension finie, on va disposer d'un certain nombre de bases de référence sur nos espaces donc de référence qu'on va appeler base canonique, qu'on va introduire ici au cas par cas. Donc on commence par démontrer la propriété qui va justement nous dire que la notion de libre et génératrice nous donne bien la notion intuitive d'une base, c'est-à-dire que tout vecteur se décompose de manière unique comme étant une combinaison linéaire sur cette base. Et donc ici on rappelle la notation, dans ce cas-là on écrit simplement que c'est le vecteur colonne lambda 1 lambda n, mais on précise que c'est dans cette base-là. Donc pour démontrer ça, il y a deux choses à démontrer, donc c'est surtout au niveau de il existe un unique, donc on fixe un vecteur de E, et une fois fixé un vecteur de E, il faut réussir à démontrer qu'il existe un unique, autrement dit deux points, l'existence et l'unicité. Donc pour démontrer l'existence, en fait on l'a directement, c'est exactement la propriété génératrice, B est génératrice, donc tout vecteur de E, ici en particulier V, s'écrit comme étant une combinaison linéaire, autrement dit, V, on peut l'écrire de manière plus abstraite, appartient à vect sur K de B, c'est-à-dire V est engendré par notre famille génératrice, autrement dit, il existe bien des scalaires qui l'engendrent. Voilà. Mais donc dans la propriété, ça c'est exactement la définition de génératrice. Dans cette propriété-là, on n'exige pas l'unicité des coefficients. L'unicité est en réalité donnée donc par l'autre propriété, qui est libre. Alors on ne voit pas actuellement pourquoi la liberté a un lien avec l'unicité d'une décomposition, mais on va le voir assez rapidement. Donc pour avoir l'unicité, on considère deux écritures. Donc on écrit V comme étant la somme des lambda i, ei, et on l'écrit également comme étant la somme des mu i, ei. Et donc le but, c'est réussir à démontrer que ces deux écritures sont finalement les mêmes, c'est-à-dire que tous les lambda i valent tous les mu i, lambda 1 égale mu 1, etc. jusqu'à lambda n égale mu n. Alors comment on réalise ça? Donc on veut utiliser la propriété de liberté. Donc la propriété de liberté, c'est si on a une combinaison linéaire qui est nulle, on obtient quelque chose. Alors pour avoir nul, il suffit de faire donc la différence de ces deux termes. Et on obtient le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est donc simplement v moins v, c'est-à-dire la somme des lambda i ui moins la somme des mu i ui. Et d'après les règles qu'on connaît sur les espaces vectoriels, on peut rassembler ces sommes et factoriser le vecteur ui. Donc on obtient en fait une combinaison linéaire qui est nulle. Or on sait que comme la famille ici est libre,
Donc la seule façon d'obtenir le vecteur nul en faisant une combinaison linéaire des EI, c'est que tous les scalaires soient nuls. Et le fait que tous ces scalaires-là soient nuls nous redonne bien exactement la propriété d'unicité, c'est-à-dire il faut que à chaque rang, le lambda i égale exactement au mu i. Autrement dit, les deux écritures desquelles on est parti sont exactement la même écriture, donc on a bien l'unicité de notre décomposition. Donc le caractère générateur démontre l'existence de la décomposition, et le caractère libre démontre l'unicité. Il existe une unique décomposition, on a bien des coordonnées dans une base et on a une notion classique de base d'un espace. Prendre nos exemples de référence dans le cas où on va avoir une dimension finie et on va introduire des bases qu'on appelle canoniques, c'est-à-dire des bases élémentaires de référence. Donc le premier exemple c'était l'exemple géométrique, on a k puissance n est un k-espace vectoriel. On verra par la suite que justement le n c'est la dimension. Alors il faut introduire donc des vecteurs qui vont être une base canonique. Alors on a, si on introduit E1 comme étant le premier vecteur qui est 1 et puis que des 0, E2 c'est le vecteur 0, 1, ensuite que des 0, etc. jusqu'à un certain vecteur EP qui est un 1 en pème position et sinon que des 0, etc. Donc jusqu'à En, le vecteur qui finirait par que des 0 et un 1 en dernière position. Donc ça constitue n vecteurs, et ces n vecteurs, sans difficulté, on peut réussir à démontrer que c'est une famille libre et génératrice, et on obtient donc que, souvent on écrit P0 pour la base canonique, est la base canonique, c'est-à-dire de référence, de l'espace K puissance n. Voilà, et on a une particularité de cette base canonique, c'est que si on prend un vecteur quelconque x1 jusqu'à xn, alors on voit que la décomposition est simplement x une fois e1 plus etc. jusqu'à xn fois en, autrement dit avec la notation de base, c'est-à-dire que dans la base canonique, les coordonnées sont exactement x1 jusqu'à xn. Donc la base canonique, c'est la base naturelle, c'est-à-dire qu'un vecteur quelconque de k puissance n est donné par n coordonnées, et ces n coordonnées correspondent exactement aux coordonnées dans la base canonique. Donc ensuite, on peut passer donc aux exemples algébriques. Alors pourquoi on passe directement aux exemples algébriques? Parce que donc l'espace des fonctions et l'espace des suites sont des espaces de dimension infinie, donc ils n'admettent pas de base finie. Donc on est obligé de passer aux exemples algébriques. Donc en algèbre, on a vu que k crochet x c'est aussi un espace de dimension infinie. Par contre, kn crochet x, qui est donc l'ensemble des polynômes tels que le degré soit inférieur ou égal à n, ça c'est un sous-k espace vectoriel de dimension finie. Et on en connaît une base canonique. La base canonique, ça va être des vecteurs 1, x, x carré, etc. jusqu'à x puissance n. Alors déjà, ce qui est clair, c'est que la famille est bien génératrice, c'est-à-dire qu'un polynôme de degré O plus n s'écrit bien comme étant la somme des ak x puissance k pour k allant de 0 jusqu'à n. Autrement dit, ça nous dit bien qu'il existe des coordonnées dans cette famille. Et d'ailleurs, si on anticipe un peu le fait de savoir que c'est une base,
C'est-à-dire qu'on écrirait avec un vecteur colonne en disant que A0 c'est donc le nombre de fois le premier vecteur, A1 le nombre de fois le deuxième vecteur, A2 etc. Donc en fait on a en vecteur colonne A0 jusqu'à AN les coordonnées de la base canonique d'un polynôme. Donc ici on voit que ce qu'on avait habituellement l'habitude de faire en algèbre va vraiment devenir vectoriel et on a un vecteur au sens vecteur colonne. Et le caractère libre est très simple si on connaît bien les propositions, c'est-à-dire ici c'est clairement une famille particulière. Le premier est de degré 0, le deuxième est de degré 1, degré 2, etc. jusqu'à degré n. Autrement dit, c'est une famille de polynômes échelonnés en degrés, donc automatiquement on a une famille libre. Donc c'est une famille libre et génératrice, autrement dit c'est une base de notre espace, et donc c'est pas n'importe quelle base, c'est la base qu'on appelle encore une fois la base canonique de l'espace. Ce qui sera donc notre base de référence pour l'ensemble des polynômes de degré au plus n. Si on ne borne pas le degré, l'espace sera à dimension infinie, donc on ne pourrait pas obtenir de base, mais en bornant le degré, on peut obtenir un nombre fini de vecteurs qui engendre l'espace. Ensuite, on continue les exemples algébriques. Donc, on a également l'ensemble des matrices. Alors, l'ensemble des matrices, la famille des matrices qui va permettre d'engendrer l'espace. Alors, c'est un peu la même idée que pour K puissance n. On va prendre un 1 à un seul endroit et des 0 partout ailleurs. Donc on considère la matrice M et J qui a un 1 dans la ième ligne et donc la jème colonne, et des 0 partout ailleurs. Voilà, et donc ces matrices-là, bien sûr, il y en a autant que d'indices de ligne et d'indices de colonne, c'est-à-dire que ça constitue une famille de n fois p matrices. N fois p matrices. Et donc on obtient que cette famille-là, la famille des MIJ, c'est-à-dire ce sont tous bien sûr des matrices de NP de K. Donc c'est une famille qui a un double indice. Ça forme une famille de matrices de MNP. Donc on peut dire que c'est une famille libre et génératrice de MNP de K, donc de l'ensemble des matrices. Et donc ça forme la base canonique de notre espace. Pour donner plus simplement sur un exemple, c'est que pour M2 de R, la base canonique de M2 de R, l'ensemble des matrices de 2, est, donc ces 4 matrices qui sont celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je vais noter B0, cette famille. Et donc la question c'est, si on a une matrice quelconque de M2 de R, elle se note par exemple AB, CD, donc ça vaut A fois le premier, B fois la seconde, C fois la troisième et D fois la dernière. Autrement dit, c'est bien une combinaison linéaire. La combinaison linéaire est clairement unique parce que chacun des coefficients correspond directement
au scalaire qu'il va falloir mettre en face de la base canonique. Et donc en termes de notation, il y aura ici un espace donc de n fois p, c'est-à-dire de 4 coordonnées. Et donc la notation qui est ici moins naturelle, c'est qu'une matrice ABCD, ça correspond à un vecteur colonne, une fois qu'on est passé aux coordonnées ici de notre base canonique à 4 vecteurs, où les coordonnées sont écrites dans l'ordre de la famille, c'est-à-dire il y a A fois la première matrice, B fois la seconde, C fois la troisième et D fois la dernière. Et donc ceci pour des espaces plus ou moins grands se généralise sans aucun problème pour MNP, avec bien sûr la complexité de il va y avoir n fois p coordonnées dans notre colonne ici. Voilà. Et enfin, on a l'exemple algébrique de C peut être vu comme un R espace vectoriel. Alors pourquoi C peut être vu comme un R espace vectoriel? Alors on peut partir du fait qu'on sait que C s'écrit comme étant x plus y pour x et y des réels. Autrement dit, ça correspond à dire que c'est une combinaison linéaire entre 1 et i avec des scalaires x et y. Donc ça vaut vect de 1 et i, et les scalaires on les autorise à être réels uniquement, donc c'est un vecteur réel. Autrement dit, on est bien en train d'étudier un R espace vectoriel avec un corps des scalaires réel. Donc c'est vect de 1i, et ce qu'on va dire c'est que c'est donc 1i est bien une famille génératrice engendre C par rapport à R. Et donc l'autre propriété, il faut réussir à démontrer génératrice est libre. 1i est une famille libre par rapport à R. Autrement dit, ils sont non collinéaires. Alors pourquoi ils sont non collinéaires? Parce que ça correspondrait à dire si on a lambda 1 fois 1 plus lambda 2 fois i égale 0, alors lambda 1 égale lambda 2 égale 0. Bien sûr, ici, c'est quel que soit lambda 1, lambda 2 étant dans le corps des scalaires, c'est-à-dire ici des réels. Donc ça correspond uniquement à identifier partie réelle et partie imaginaire. Donc on obtient bien, ce sont des scalaires nuls. Si on est parti sur des vecteurs, ici, l'espace, c'est donc C. Et donc on retrouve bien la propriété de liberté. Autrement dit, ici dans l'exemple, C est un R espace vectoriel. La base canonique, c'est le nombre 1 et le nombre i forment la base canonique, c'est-à-dire notre base de référence. Voilà, d'un point de vue très géométrique, on a l'intuition de se dire, le nombre 1 habituellement, il va traduire les abscisses, le nombre i va traduire les ordonnées, et si on a un nombre x plus iy dans cette base canonique, qui s'écrit en effet xy dans cette base canonique, c'est-à-dire qu'un nombre quelconque s'écrit comme étant un certain nombre de fois 1, un certain nombre de fois i, et on retrouve bien sûr la correspondance entre un point de Luplan et son affixe dans C.